À hauteur de l'Amérique centrale, les Antilles rassemblent des îles aux superficies très variées. L'appellation Grandes Antilles concerne les plus vastes d'entre elles, toutes orientées d'ouest en est, comme les pontons naturels du continent américain. Selon la configuration de leurs côtes et en fonction de leur relief, les Grandes Antilles concentrent leur habitat sur le littoral. Quand la pente du sol n'est pas trop abrupte, les riches terres volcaniques et le climat tropical se prêtent à merveille aux cultures. Les premiers habitants appartiennent aux ethnies caraïbes et arawaks, dont font partie les Taïnos qui gravent la pierre. Des marins venus d'Espagne débarquent ici à la fin du XVe siècle. À leur tête, Christophe Colomb. Grâce à ce grand navigateur, l'Espagne étend sa culture et affirme sa puissance au service de la religion catholique. En suivant un plan géométrique, les premières cités sortent de terre. Un nouveau monde se dessine et prend forme. Aujourd'hui, d'imposantes villes côtières fixent la majorité de la population des Grandes Antilles. Dans ces villes a lieu un profond brassage humain. Les races se fondent au mépris du passé et au détriment des préjugés. Les Grandes Antilles regroupent 5 pays répartis sur 4 îles. L'une d'entre elles fut baptisée par Christophe Colomb Hispaniola et fut bientôt surnommée Petite Espagne. La République dominicaine occupe la partie orientale. Le navigateur découvre les rivages de l'île le 6 décembre 1492 au cours de son premier voyage transatlantique. Il est d'emblée séduit par la beauté des paysages. Ces splendeurs n'empêcheront pas Christophe Colomb de vite déchanter. Il cherche de l'or et il n'en trouvera pas. Cette désillusion lui coûtera une bonne part de son crédit à la cour d'Espagne. Dans la capitale, Santo Domingo, un monument élevé à la mémoire de Colomb devait recueillir sa dépouille. En réalité, les restes de l'amiral ont tellement voyagé qu'il est impossible de les localiser. La ville s'ouvre sur la mer des Caraïbes, à proximité d'une rivière. Cette situation privilégiée a convaincu le frère de Christophe Colomb d'y construire la première ville d'Amérique. Ses murs et ses rues serviront de modèle aux autres cités du continent. La plus vieille rue de Santo Domingo parcourt le quartier colonial, classé par l'UNESCO, patrimoine culturel de l'humanité. Toute l'administration des immenses possessions espagnoles aux Amériques sera lancée et organisée à partir d'ici. À Santo Domingo, on dénombre 2,5 millions d'habitants. Cela représente un bon quart de la population nationale. La ville compte d'ailleurs parmi les grandes métropoles caraïbes. Son développement avait été anticipé par les Espagnols car ils l'ont doté d'un plan en damier pour faciliter la circulation. Un obélisque grandiloquent fut érigé à l'époque du dictateur Trujillo qui écrasa le pays pendant plus de 30 ans. Depuis une trentaine d'années également, le blocus américain de Cuba favorise la République dominicaine, véritable plaque tournante des Caraïbes. Malgré les fortes dénivellations et la chute des exportations, l'agriculture assure une part importante des ressources nationales. Parmi les productions agricoles, la canne à sucre joue un rôle moteur. En 1999, la privatisation de 10 sucreries a relancé le secteur. L'usine de la Romana fournit un sucre brut qui reste le premier produit agricole exporté en dépit de la baisse des prix. Principal débouché, le rhum. 95% de la production embouteillée ici est écoulée sur le marché local.
Au nord-est, sur la côte atlantique de l'île, le parc national Los Aitices résulte de l'immersion puis de l'émersion successive d'une vaste zone côtière. Les mouvements géologiques et l'érosion marine ont isolé et modelé plusieurs centaines de collines inaccessibles à pied sec. À fleur d'eau s'étend la mangrove enchevêtrée des racines de palétuviers. La faune terrestre et aquatique y trouve un abri providentiel, car la menace vient du ciel. Ici, les pélicans chassent en bandes organisées. La péninsule de Samana s'enfonce de 60 km dans l'océan Atlantique. Pendant l'occupation française, fin XVIIIe siècle, début XIXe, la position stratégique de l'endroit frappa Napoléon qui envisagea un temps d'y installer la future capitale de l'île. La ville de Samana devait être rebaptisée Fort Napoléon. Mais la coalition hispano-britannique ruina les projets français. Au cours de l'hiver, loin des eaux froides de l'Atlantique Nord, la baie de Samana est fréquentée par des visiteuses au gabarit bien particulier, les baleines. La plupart sont des baleines à bosse. Les femelles mettent bas après une gestation d'1 an, tandis que par leurs cabrioles aériennes, les mâles poursuivent leur danse de séduction. Vers le sud-ouest, la nature semble pétrifiée. Le lac Enriquillo est le plus grand lac salé des Caraïbes. Le crocodile américain, une espèce en voie de disparition, y a élu domicile malgré la salinité de l'eau, 3 fois plus importante que celle de l'eau de mer. Au centre du lac, l'île Cabritos a le statut de parc national. Au premier abord, l'iguane terrestre n'attire pas la sympathie. Ce n'est pourtant pas un reptile redoutable. Il est végétarien. En revanche, malheureusement pour lui, sa chair était appréciée des Indiens. Pour atteindre le nord, il faut franchir plusieurs chaînes de montagnes parallèles. Malgré les pentes escarpées, le tiers du territoire national est consacré à l'agriculture. Le caféier apparaît ici au XVIIIe siècle. Il a suivi le même chemin que les esclaves en provenance d'Afrique. Pour exprimer tout leur arôme, les grains de café sont partiellement brûlés. C'est la torréfaction. C'est en raison de l'embargo américain sur Cuba que le tabac dominicain a pris son envol. La tradition dominicaine du tabac est l'une des plus importantes qui existent ici. Parce que nous nous efforçons tous de faire un cigare de haut niveau, aux standards de qualité internationale. Le tabac est une tradition qui se transmet de génération en génération. La personne qui se livre à cette activité la transmet généralement à ses enfants, parce qu'elle connaît parfaitement cette activité. Les paysages idylliques des côtes dominicaines en disent long sur le formidable potentiel touristique du pays. Tous les ingrédients sont réunis pour faire du tourisme la première source d'approvisionnement en devises étrangères grâce à des infrastructures parfaitement adaptées à une clientèle exigeante. Le tourisme est d'ailleurs devenu le premier secteur de l'activité économique nationale et ses recettes ont fait un bond énorme, surtout à la fin des années 1990. Plus de 95% des habitants affirment qu'ils sont catholiques. Dans leur lutte contre les autochtones, les Espagnols ont fréquemment imploré l'aide de la Vierge Marie. Cette ferveur ancestrale anime encore la plus anonyme des maisons. La même ferveur enflamme les combats de coqs. Les coups portés par le teigne volatile font monter la fièvre de pulsations sonores. Le rythme et la danse sont à ce point liés qu'ils semblent indissociables.
Comme toutes les populations latino-américaines, les Dominicains manifestent volontiers leur joie de vivre. Au mois de février, elle se répand à travers les carnavals. Certains sont réputés pour leurs masques de diable géants. Le carnaval, c'est l'occasion pour toutes les composantes de la société dominicaine de se laisser entraîner dans un tourbillon de délire. L'île, baptisée Hispaniola par Colomb, est partagée entre la République dominicaine et la République d'Haïti. Mais la répartition est inégale, car Haïti doit se contenter d'un territoire réduit au tiers de l'île. Les plages, aux courbes harmonieuses, adoucissent à peine le regard porté sur cette terre découpée par le relief. Le tiers à peine de la superficie nationale est cultivable, sur des plaines rares, étroites et mal irriguées. Sur un récif au nord de Haïti, une nuit de décembre 1492, alors qu'il longe la côte à la recherche d'un bon ancrage, Christophe Colomb subit le premier revers de son expédition. Son bateau, la Santa Maria, s'échoue et s'enlise. La ville de Port-au-Prince doit son nom à un autre bateau, le Prince, le premier bateau français à avoir mouillé ici au début du XVIIIe siècle. Sur le Champ de Mars, le palais présidentiel, inspiré du Capitole de Washington, offre un décor pompeux aux héros d'une histoire nationale particulièrement agitée. Toussaint Louverture, l'ancien esclave noir devenu gouverneur général à vie et déporté en France. Dessalines, un militaire déclaré premier empereur d'Haïti, auquel a succédé son collègue Pétion, qui proclama la République. Et enfin, Christophe, le président devenu roi en 1811. Le passé haïtien se nourrit aussi de son patrimoine. L'architecture gingerbread, littéralement pain d'épices, en témoigne toujours. Malgré ses couleurs, la cathédrale Notre-Dame n'est pas en sucre. C'est le lieu d'un culte fervent rendu à la mère du Christ. Les fidèles adressent à la Vierge des prières démonstratives où la foi partagée s'exprime dans le recueillement. Il arrive souvent que la passion prenne le dessus. Pour monter aux cieux, les prières doivent s'élever au-dessus de la rue et de son tumulte permanent. La population de Haïti, plus de 8 millions d'habitants, est la plus dense des grandes Antilles, et les tap-tap bariolés, les taxis collectifs, parient sur leurs chromes et leurs inscriptions naïves pour attirer le client. Celui-ci est prévenu, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Haïti figure parmi les nations les plus démunies de la planète. Alors que l'espérance de vie atteint 71 ans dans la République dominicaine voisine, elle ne dépasse pas 54 ans en Haïti. Des carrosseries jusqu'au mur de la ville, les Haïtiens noient leur infortune dans les couleurs éclatantes. Une peinture réputée qui puise dans le folklore populaire, dans les traditions ancestrales et dans les paysages photogéniques pour alimenter son inspiration. Pour replacer les œuvres dans leur contexte et pour savoir s'il y a vraiment un style haïtien, le mieux est de demander à une artiste, Michel Manuel. On peut dire qu'il y a eu un style haïtien, parce que la peinture haïtienne qui a été vraiment connue et diffusée a été le style naïf ou primitif. On peut dire qu'il y a aussi une peinture moderne ici. Peu d'œuvres anciennes ont pu être conservées en raison du climat et des insectes. L'art de la débrouille et la précarité de la vie économique ont transformé les Haïtiens en surdoués de la récupération. Certains artistes, très contemporains, martèlent les enjoliveurs ou les calandres d'automobiles à la casse et leur donnent une vie après la mort. Rien ne se perd en Haïti, surtout pas le sens de l'humour et du clin d'œil. On croit dur comme fer en Haïti.
et le chemin est balisé jusqu'au paradis. Pour échapper à la touffeur de Port-au-Prince, il suffit de franchir les mornes qui séparent la capitale de la côte sud. La fraîcheur augmente au fil des lacets qui s'enroulent autour de montagnes culminant à 2000 mètres. La mer des Caraïbes apparaît comme une récompense après avoir traversé l'étroite péninsule du sud. La houle et le bleu sombre de l'Atlantique cèdent ici la place à une brise légère et au turquoise vif. Cette côte enchanteresse est malheureusement très exposée aux cyclones dévastateurs. Les ressources de la mer améliorent l'ordinaire d'une population où la femme joue un rôle déterminant dans la gestion du quotidien. Longtemps isolée du reste du pays, la ville de Jacmel témoigne de son passé prospère à travers plusieurs bâtisses opulentes construites grâce aux revenus de l'exportation du café. Les magasins au rez-de-chaussée rappellent l'intense activité commerciale de la cité. Aujourd'hui, seul le marché apporte de l'animation à une population dont 95% des origines sont africaines. En quittant la péninsule du sud et en mettant le cap au nord, le pays s'élève rapidement au rythme de montagnes omniprésentes. 60% du sol national est incliné d'une pente supérieure à 20%. Les nids d'aigles ne manquent pas, comme celui qui est occupé par la citadelle La Ferrière. Cette forteresse fut construite par le roi Christophe au début du XIXe siècle pour prévenir un éventuel retour des colons français. La citadelle domine le petit village de Milo, à 20 km de l'Atlantique à vol d'oiseau. Cette localité est sortie de l'anonymat le jour où le roi Christophe y fit bâtir le palais de Sans Souci, une résidence tropicale improbable qui emprunte le style et le nom du palais édifié à Potsdam par Frédéric II. Mais n'est pas roi de Prusse qui veut. La coupole de l'ancienne chapelle du palais fait tourner la tête quand on pense aux milliers de travailleurs morts sur le chantier de cette folie délirante. Sur la côte atlantique, la notoriété du Cap haïtien remonte au XVIIIe siècle. La ville devint le refuge d'une bourgeoisie française enrichie dans le négoce. Cette fortune lui valut un surnom envié, le Paris des Antilles. La préfecture rappelle la splendeur d'une cité jadis très collémontée. Le Cap haïtien est la deuxième ville du pays, et la palette des couleurs créoles lui ont aujourd'hui rendu sa spontanéité. Certaines maisons ont résisté aux tremblements de terre et aux incendies. Ce n'est pas un hasard, car la ville était la capitale du roi Christophe qui avait choisi comme devise « Je renais de mes cendres ». En quittant le Cap haïtien vers l'ouest, la baie de l'Abadie découpe dans la côte plusieurs anses aux arrondis très accueillants. Ces paysages offrent à coup sûr de belles opportunités pour le développement de l'infrastructure touristique haïtienne. Si la stabilité politique se maintient, les investisseurs seront au rendez-vous. Les visiteurs suivront, car la Floride n'est qu'à 1 heure d'avion. En tournant le dos à la côte, direction plein sud. La route conduit à la petite bourgade de Plaine du Nord. La population sort de sa torpeur à l'occasion de la Saint-Jacques. La foule s'amasse à proximité de l'église où l'on célèbre le Saint-Apôtre. À côté de la liturgie romaine s'ajoutent des rites que l'église catholique condamne sans vraiment les combattre.
La boue de ce cloaque jamais à sec est le théâtre de rites vaudous. Le vaudou est un culte animiste originaire du Bénin en Afrique occidentale, importé aux Antilles par les esclaves. En Haïti, le vaudou s'est profondément imprégné des croyances chrétiennes et indiennes. Par l'imposition des mains ou par différentes manipulations, une série d'affections peuvent être soignées, graves ou bénignes, physiques ou psychologiques. Dans cette cour des miracles, les tambours sacrés imposent leurs battements aux fidèles. De manière instinctive, les corps répondent au rythme frénétique. Au point culminant de la danse, l'esprit prend totalement possession du corps, qui entre en transe. Haïti possède chaque visiteur, et la magie se prolonge bien au-delà du rivage. À 160 km à l'ouest de Haïti, la Jamaïque est la plus méridionale des Grandes Antilles. L'île ne mesure que 250 km dans sa plus grande longueur. Elle doit son nom aux Indiens Arawaks qui l'avaient baptisée « Terre de bois et des eaux ». Alors qu'il cinglait droit vers le continent américain, Christophe Colomb se détourna de sa route parce qu'au dire des Indiens qui l'accompagnaient, cette île regorgeait d'or. Le navigateur débarqua à la Jamaïque au mois de mai 1494 lors de sa deuxième expédition transocéanique. Selon ses propres mots, il la considéra comme la plus belle et la plus gracieuse de toutes les îles qu'il avait découvertes jusqu'alors. L'amiral accosta ici, à Discovery Bay. La capitale, Kingston, est tournée vers l'extérieur grâce à l'aéroport international tracé sur une péninsule corallienne qui met le port à l'abri, le 7e plus grand port naturel au monde. La ville adopta un plan géométrique après le séisme ravageur survenu en 1907. Kingston est de loin la plus importante cité anglophone au sud de Miami. Forte de 800 000 habitants, la population a plus que doublé dans les 30 dernières années. Pendant 300 ans, la colonisation britannique a laissé des traces. Le théâtre Ward en témoigne. La Jamaïque fait d'ailleurs toujours partie du Commonwealth. L'anglais est la langue véhiculaire, mais il faut se méfier des traductions littérales. De nombreux édifices religieux prouvent que l'Angleterre, comme l'Espagne, étayèrent leurs empires avec le soutien de la foi. Cela n'a pas empêché les velléités politiques, comme celle de Norman Manley, fondateur du premier parti de la Jamaïque en 1943. Plusieurs bâtisses rappellent le train de vie de la capitale au XIXe siècle. La Devon House appartenait au premier milliardaire noir du pays. La ville reproduit les modèles urbanistiques nord-américains dans le nouveau Kingston, malgré une croissance économique qui stagne en dessous de 1% l'an. Le chanteur Bob Marley a fait connaître la Jamaïque dans le monde entier à partir des années 1970. Un quart de siècle après sa mort, à l'âge de 36 ans, le reggae est à Kingston ce que le jazz est à la Nouvelle-Orléans. Bob Marley appelait les Noirs à se libérer de l'esclavage mental. Aujourd'hui, leurs entraves sont définitivement brisées. En sortant de Kingston, on se retrouve dans les Blue Mountains.
Les montagnes bleues dominent la partie orientale de la Jamaïque, à plus de 2000 mètres d'altitude. Comme la température chute de 2 degrés lorsqu'on monte de 300 mètres, les montagnes bleues procurent une fraîcheur bienfaisante sous les tropiques. Les Anglais l'avaient bien compris en y installant des casernements fortifiés, récupérés depuis par l'armée nationale. Les montagnes bleues doivent leur nom aux brumes persistantes qui s'accrochent à leur sommet. La région est d'ailleurs la plus humide de tout le pays. Ce massif montagneux concentre une richesse végétale remarquable. 500 espèces y ont été recensées et plus de la moitié ne se rencontre qu'ici. Un parc national a été créé en 1993 pour protéger les montagnes bleues d'un fléau qui menace toutes les forêts tropicales de la planète, la déforestation. Près d'un tiers des terres cultivables de la Jamaïque est planté de canne à sucre. Malgré la sécheresse qui a frappé le pays jusqu'au début de l'année 2000, les exportations de sucre ont pu se maintenir. Un exploit quand on sait que la production de canne peut varier de 25% d'une année à l'autre. L'agriculture jamaïcaine emploie un gros cinquième de la population active. Mais d'une manière générale, les cultures vivrières ne garantissent pas l'autosuffisance alimentaire du pays. La Jamaïque est le 3e producteur de bauxite, à égalité avec le Brésil, mais après l'Australie et la Guinée. Ce pays, grand comme le Liban, assure 10% de la production mondiale du minerai qui fournit l'aluminium. Malgré la chute des cours, la bauxite représente la moitié des exportations nationales. Parmi les grandes Antilles, la Jamaïque est la seule à ne pas connaître les rigueurs de l'océan Atlantique. Toute la côte nord ondule en douceur sous les flots paisibles de la mer des Caraïbes. Le port de Ocho Rios est suffisamment profond pour accueillir les gros paquebots de croisière en provenance des États-Unis, lesquels fournissent 65% des visiteurs de la Jamaïque. Le tourisme ne cesse de progresser. Il génère près de la moitié des ressources extérieures de l'État. Sur la plage aboutissent les Dunn's River Falls. Cette gentille cascade dévale la pente sur une longueur de 200 mètres. L'escalade à contre-courant est un exercice à la portée de tous, mais il vaut mieux s'entraider. Bravo, on a réussi. Une fois l'exploit accompli, le spectacle théâtral de la nature tropicale justifie largement tous les efforts. En longeant la côte nord de la Jamaïque, on prend conscience des aménagements réalisés par le pays à destination des visiteurs. La Jamaïque compte plus de golfs que n'importe quelle autre île des Caraïbes. Le swing balance ici depuis le milieu du 19e siècle. Les plages privées bordent les hôtels de Montego Bay, dans le nord-ouest. En y accostant, Christophe Colomb baptisa cet endroit paradisiaque Golfo de Buen Tempo, le golfe du bon temps. L'amiral avait vu juste, car la ville de Montego Bay est en importance devenue la 2e ville du pays, et ses 90 000 habitants vivent essentiellement du tourisme. Les arguments commerciaux sont parfois tapageurs, mais le patrimoine n'en a pas souffert.
La station balnéaire s'agite dans le courant du mois d'août et aux couleurs de la Jamaïque s'ajoute celle du rastafarisme. Les Rastas prônent un retour aux valeurs culturelles de l'Afrique. Le mouvement s'est développé en Jamaïque, enveloppé par le reggae de Bob Marley. Pendant 5 nuits, la population de Montego Bay est multipliée par 2 à l'occasion du Reggae Sumfest, un festival musical annuel qui draine un public venu de bien plus loin que les Antilles. La plus orientale et la plus petite des grandes Antilles, Puerto Rico, forme un quadrilatère presque parfait, un peu plus vaste que la Corse. En prenant la mesure de sa plus grande longueur, on atteint à peine 160 km. Christophe Colomb a découvert ce rivage uniformément plat lors de son 2e voyage en novembre 1493. Mais l'amiral de la mer Océane a la tête ailleurs. Il cherche un continent, pas un caillou. Lors de ce premier contact, Juan Ponce de León, un ami de Colomb, fut néanmoins séduit par les lieux. C'est lui qui reviendra 10 ans plus tard. Sur la côte nord, la ville de San Juan urbanise son front de mer et affiche la richesse de Puerto Rico, le plus aisé des États qui composent les grandes Antilles. Cette richesse ne date pas d'hier. Le fort San Felipe del Morro faisait partie d'un système défensif impressionnant. Les Espagnols firent de San Juan un véritable coffre-fort destiné à protéger les galions remplis d'or juste avant leur départ pour l'Europe. La ville de San Juan ne retiendra pas Ponce de León, qui partira vers d'autres cieux pour porter la croix du Christ jusqu'en Floride. Les siècles de colonisation espagnole ont façonné le visage de la vieille ville. Il ne faut pas beaucoup d'imagination pour retrouver ici la quiétude d'un petit port andalou. Un totem érigé pour le 500e anniversaire du premier voyage de Colomb marque la volonté de préserver le patrimoine du vieux San Juan, aujourd'hui restauré à 80%. Le travail accompli force l'admiration. Face au Capitole, on ne peut ignorer le statut particulier de Puerto Rico, un territoire autonome associé aux États-Unis depuis 1951. Saint-Jean-Baptiste était le premier nom de l'île. Raccourci en San Juan, il devint le nom de la ville. Comme dans la plupart des cités latino-américaines, certains quartiers déshérités ne valent pas qu'on s'y attarde. Heureusement, les anges gardiens veillent. Avec son agglomération, San Juan compte 1 600 000 habitants. Puerto Rico connaît d'ailleurs, et de loin, la plus forte densité de population de toutes les grandes Antilles. Le tourisme bénéficie à Puerto Rico d'atouts indéniables, surtout appréciés par le grand frère américain. Le secteur dispose encore d'un fort potentiel de développement, car il ne représente en effet que 7% du produit national brut. À l'extrémité est de San Juan, les plages de Isla Verde attirent beaucoup de monde les dimanches et les jours fériés. Le soleil imprime les peaux recto verso et les baigneuses reproduisent le rite espagnol du paseo, la promenade collective. Mais tous les promeneurs n'ont pas les mêmes objectifs.
Beaucoup plus à l'est, à 30 km au large de Puerto Rico, l'île de Culebra flotte au beau milieu de l'Atlantique. D'un point de vue géologique, Culebra est d'ailleurs plus proche des îles Vierges que de Puerto Rico. Les profondes échancrures de la côte ont servi de refuge aux pirates, qui devaient apprécier la tranquillité d'une mangrove impénétrable sur Culebrita, petite sœur de Culebra. Ici, à Little Culebra, tout autour, il y a plusieurs îles, mais il n'y en a qu'une qui soit habitée, et par une seule personne. Les autres appartiennent au département des ressources naturelles et ne peuvent être habitées. Elles sont réservées à la protection des oiseaux et au corail, qui est absolument exceptionnel. Et ça, j'espère que ce sera préservé pendant très très longtemps. Le village de Dewey porte le nom d'un amiral de la marine américaine. Ce n'est pas forcément un bon souvenir, dans la mesure où l'île fut pendant de nombreuses années la cible de tirs d'entraînement. Paradoxe, les Américains eux-mêmes avaient décidé d'y créer un refuge pour la vie sauvage. Aujourd'hui, la vie est redevenue paisible à Culebra. Les problèmes d'acheminement de l'eau empêchent toute agriculture intensive à Puerto Rico. Le secteur agricole ne fournit qu'1% des ressources nationales. La production de canne à sucre est très aléatoire, malgré le soutien des États-Unis qui achètent 80% du rhum portoricain. Dans la partie orientale de l'île, la forêt tropicale pluviale est préservée au cœur d'une réserve baptisée Forêt nationale Caraïbe. Les premiers explorateurs espagnols s'enfoncèrent, non sans mal, dans le massif montagneux d'El Yunque à la recherche d'eau potable. 6 grosses rivières y prennent en effet leur source. Sur tout le territoire des États-Unis, ce biotope de forêt humide est le seul exemple du genre. On y a dénombré 240 espèces d'arbres. Certains d'entre eux ont plus de 1000 ans. Dans la moitié ouest de Puerto Rico, le paysage est soulevé par les contreforts de la cordillère centrale. Tout au long de cette épine dorsale, le sol tourmenté est creusé de grottes spectaculaires. Les experts en ont compté 1000. Le quart seulement a été exploré. Celles du Rio Camuy sont parmi les plus vastes au monde. Pas moins de 17 entrées ont été identifiées, ouvertes par une rivière très calme en apparence. Aux environs d'Arecibo se dresse, à l'écoute des étoiles, le plus grand radiotélescope du monde. Non loin, dans le parc Caguana, le contact avec le passé de l'île peut être établi sur un site fondé par les Indiens Taïnos. Ils y pratiquaient une sorte de jeu de balle rituel. En direction du sud, la cordillère centrale oppose une barrière qui culmine à 1200 mètres. Une fois passée la cordillère, la mer des Caraïbes apparaît, baignant la ville de Ponce. Son nom perpétue le souvenir de Ponce de León. Quand on découvre le charme colonial de cette ville provinciale très coquette, on imagine mal que les premiers occupants espagnols ne voyaient dans ces murs que le vulgaire camp de base de la conquête sud-américaine. Les restaurations ont depuis rétabli le patrimoine à sa juste valeur. La population de Puerto Rico est une des plus urbaines de toutes les grandes Antilles. 74% des habitants vivent dans les villes.
De plus, une large moitié est parfaitement bilingue, espagnol et anglais. Les saveurs locales et américaines relèvent le goût de la nuit portoricaine et accentuent son rythme. Les grandes Antilles y sont tout entières concentrées. La plus nordique des grandes Antilles est aussi la plus vaste, Cuba, une île allongée sur 1500 km, comme un saurien démesuré, et qui couvre une superficie égale au 5e de la France. Cuba déroule 7000 km de côtes parsemées de cayos, des milliers d'îlots coralliens plats comme la main, qui émergent de quelques mètres à peine à la surface de la mer. Les plaines s'étendent sur les 2/3 d'un territoire qui présente, sauf dans l'Est, le relief le moins échevelé des grandes Antilles. Les communications et l'irrigation des terres s'en sont trouvées grandement facilitées. Un jour d'octobre 1492, un bateau espagnol jette l'ancre ici. Il est commandé par Christophe Colomb, qui baptise l'île Juana, du nom du prince Juan d'Espagne, héritier du trône. Fondée au début du XVIe siècle par les Espagnols, la Havane verrouillait tout le trafic maritime entre le Mexique et l'Atlantique. Plusieurs édifices militaires comme le Castillo del Morro témoignent de l'importance stratégique de la ville et de sa position centrale sur le Nouveau Monde découvert par Christophe Colomb. 3 siècles plus tard, la domination espagnole sera combattue par un planteur du Sud, Carlos Céspedes. L'empreinte du passé colonial, la lumière contrastée et la douceur de vivre ont très tôt suscité un véritable engouement pour la Havane chez de nombreux artistes ou intellectuels. L'un d'entre eux y a passé plus d'un tiers de sa vie en fréquentant certains estaminets, sans doute plus que de raison. Il s'appelait Ernest Hemingway. Les Espagnols quittèrent le pays à la fin du XIXe siècle en laissant derrière eux un patrimoine exceptionnel. Sans transition, les Américains prendront leur place en posant eux aussi leurs repères. Il subsiste de nombreux bâtiments, flamboyants, vestiges d'une époque débridée où la Havane servait au seul loisir des riches occidentaux. Toujours sous la domination espagnole, le combat de José Martí annonçait déjà la révolution. La dictature de Batista tombe en 1959, renversée par 2 jeunes hommes, un médecin, Che Guevara, et un avocat, Fidel Castro. 40 ans après l'embargo décrété par les États-Unis, le monde a changé, et Cuba aussi. Le dollar y a quasiment cours légal, et les tensions entre les 2 voisins se sont apaisées. Il y a 20 ans, l'UNESCO a intégré le centre historique de la Havane dans le patrimoine de l'humanité. Les restaurations se poursuivent, mais la tâche est immense. Sur le Malecón, la promenade du bord de mer, le parc automobile cubain semble entièrement composé de pièces de collection. Dans le quartier du Vedado, les immeubles récents se mirent sur les capots des belles américaines. L'Hôtel National a vu passer d'autres belles américaines, comme Ava Gardner par exemple. Le palace, inauguré en 1930, était le point de chute du tout Hollywood. Traversé par la 5e avenue, le quartier de Miramar est un musée à part entière. Il regroupe les maisons chics de la Havane, abandonnées par leurs propriétaires la nuit de la Révolution. Fidel Castro a lancé à la foule « Ces maisons sont à vous, prenez-les ». Beaucoup ont été ruinés, la plupart font encore rêver.
À une vingtaine de kilomètres du centre de la Havane, les plages de l'Est et celles qui s'étirent jusqu'à Varadero ont de quoi faire rêver aussi. Le tourisme fait tourner le principal moteur de l'économie cubaine. Le secteur touristique fournit à lui seul le 5e du produit national brut et ce n'est pas fini. Ainsi, au milieu des années 1990, le nombre de visiteurs progressait de 50% l'an. Beaucoup attendent avec impatience le jour où les relations avec les États-Unis seront normalisées. Alors, ce sera une déferlante. Miami n'est qu'à 200 km d'ici. Sur la côte atlantique, des cayos minuscules laissent la vie sauvage reprendre ses droits. En se fondant dans le paysage lumineux du Cayo Guillermo, les visiteurs peuvent partager la douceur des eaux Caraïbes avec certaines espèces, coopératives et sympathiques. Au large de la côte sud, la mer des Caraïbes baigne des îlots où la découverte est permanente, sur terre, sur mer ou sous la mer. L'île de la Jeunesse est une étape importante de la découverte du Sud, avant de revenir sur la grande île. Cuba est un pays agricole tourné vers l'exportation. Il se situe parmi les 10 premiers producteurs mondiaux de canne à sucre, de sisal et de jute. Hélas, le bloc soviétique était son premier client et son éclatement a entraîné une crise dont le pays se remet à peine. Quand Moscou a refusé de payer le sucre 4 fois le prix du marché, il a fallu trouver à la canne à sucre de nouveaux débouchés. Le rhum, lui, a trouvé ses propres débouchés depuis le XVIIe siècle. Le tabac, lui aussi, échappe à la crise. Les ventes à l'étranger des fameux cigares ne cessent de progresser. La France en est le plus gros importateur mondial. La fabrication artisanale des Havanes ne cède absolument rien au rendement. Pour moi, c'est bien de fumer 4 à 5 cigares par jour. Plus, ce n'est pas bon. L'idéal, c'est à la fin d'un repas ou en faisant une partie de domino. En principe, un Havane se fume 2 semaines après sa fabrication. Ici, on n'attend pas. Le sous-sol de Cuba ne brille pas par sa richesse. Les quelques gisements de pétrole sont loin de donner son autonomie énergétique au pays. La ville de Trinidad est blottie sur la côte sud, dans une ancienne région sucrière très riche. Les tuiles de certaines maisons viennent de France. La chute des cours du sucre figea la vieille ville, qui se referma sur son passé glorieux en berçant sa nostalgie. Santiago. Ici, comme partout à Cuba, la musique fait la synthèse de toutes les influences rythmiques africaines, espagnoles et américaines. Par la musique et la danse, Cuba exprime avec chaleur le contact et la fusion de 3 mondes. Au moment du carnaval, c'est non seulement l'âme du peuple cubain qui se met à bouillonner, mais celle de tous les peuples qui habitent l'ensemble des Grandes Antilles.